1983 marque vraiment une mutation profonde de la gouvernance en France. C'est la troisième et dernière partie du cours sur la gouvernance française depuis 1946. Alors, en 1983, François Mitterrand est forcé de changer de politique par les circonstances extérieures. Le monde entre dans une période de difficultés économiques majeures. Et il est donc obligé d'essayer de retrouver un équilibre budgétaire. C'est d'ailleurs en partie l'Union européenne qui lui impose un certain nombre de règles d'équilibre. Il ne peut plus continuer son retour à l'État-providence comme il le souhaitait. La démission de Pierre Mauroy est un coup dur pour les socialistes qui, à partir de là, vont vraiment devenir, comme le SPD en Allemagne dans les années 70, des sociodémocrates. Il y a une forme de transition vers l'économie de marché, vers le libéralisme, même si officiellement dans le discours, on est toujours profondément de gauche et profondément attaché au marxisme. Alors dans les faits, la politique menée par Mitterrand à partir de 1983 et par son nouveau Premier ministre, Laurent Fabius, est une politique de recherche de l'équilibre budgétaire, de recherche des économies. On baisse les allocations, il y a un certain nombre de mesures qui gèlent les salaires des fonctionnaires par exemple, et globalement, on est dans une politique complètement différente de celle d'avant 1983. Il faut absolument retrouver à tout prix un équilibre budgétaire. Voilà le but de Mitterrand. Alors, les Français vont sanctionner assez lourdement Mitterrand. En 1986 ont lieu des élections législatives. Et pour la première fois sous la Ve République, un événement nouveau va se produire. L'Assemblée élue lors des élections législatives de 1986 est de droite, alors qu'on a un président et un Premier ministre de gauche. Alors la situation est nouvelle parce que même si c'est effectivement le pouvoir exécutif, on l'a dit, qui domine le pouvoir législatif dans les institutions de la Ve République, c'est tout de même l'Assemblée nationale qui vote les lois en France. Or, si le gouvernement propose des lois et que ces lois ne sont pas votées, pour la simple et bonne raison que les députés d'une couleur politique différente ne veulent pas voter les lois proposées par le gouvernement, alors il y a un blocage institutionnel et le gouvernement ne peut tout simplement plus gouverner. Alors, il y avait plusieurs possibilités pour François Mitterrand. La première aurait été de démissionner, c'est d'ailleurs ce que voulaient ses ennemis politiques. La deuxième aurait été de conserver Laurent Fabius ou un autre Premier ministre de gauche en allant vers un blocage. Il a choisi une autre solution qui est celle de la cohabitation. Il a décidé de choisir un Premier ministre de droite. Donc pas du tout un de ses amis politiques, en l'occurrence le maire de Paris, Jacques Chirac, qui avait déjà été Premier ministre avec peu de succès. Enfin, en tout cas, il s'était très mal entendu avec Valéry Giscard d'Estaing dans les années 70, entre 74 et 76. Et donc, Jacques Chirac se retrouve catapulté Premier ministre. Alors, dans ce cas-là, cette première cohabitation d'un Premier ministre de droite avec un président de gauche va entraîner une sorte de rééquilibrage des institutions et qui montre toute la souplesse, la flexibilité des institutions de la Ve République. À partir de là, c'est bien le Premier ministre qui gouverne, comme il est écrit dans la Constitution. Et c'est lui qui va nommer des ministres de droite. Et clairement, la politique mise en place est une politique de droite. Néolibéral du coup. Jacques Chirac s'étant entre-temps converti à cette politique venue du monde anglo-saxon et à la même époque mis en place par Margaret Thatcher en Angleterre ou bien par Ronald Reagan aux États-Unis. Le président va se replier sur ces fameux domaines réservés que De Gaulle avait plus ou moins déterminés au début de sa présidence. Et donc, dans son coin, Mitterrand va s'occuper des affaires étrangères et de l'armée. Point. Une sorte de premier opposant à la politique de son Premier ministre qu'il ne va pas hésiter à écorner à chaque fois qu'il prend la parole officiellement. Et donc, on a une sorte de guerre froide larvée au sein même du gouvernement entre le président et son Premier ministre. Alors, pendant 2 ans, entre 1986 et 1988, Jacques Chirac mène une politique vraiment néolibérale. Pour la première fois, il y a en France des privatisations d'entreprises publiques. L'une des plus célèbres est TF1. L'entreprise audiovisuelle, qui était la première chaîne de médias en France, qui était la première chaîne publique, créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à l'époque sous le nom de RTF, devient une chaîne privée. Et à partir de là, la publicité s'invite sur la chaîne. Il y en a bien d'autres, notamment des banques, par exemple le Crédit Lyonnais. Parallèlement, la politique de contraction des dépenses mise en place dès le tournant de la rigueur par Mitterrand et Fabius va s'accentuer fortement et Chirac cherche à faire des économies à tout prix. Alors c'est dans ce contexte-là qu'en 1988 ont lieu de nouvelles élections présidentielles qui opposent bien sûr au deuxième tour Chirac à Mitterrand. Mitterrand l'emporte,
mais avec une courte majorité, et à l'Assemblée, il n'a pas tous les pouvoirs en 1988. Il met donc en place une politique qui finalement est légèrement semblable à celle qu'il mettait en place entre 83 et 86. On retourne à une politique libérale, mais un peu moins rapide, un peu moins forte et un peu moins inégalitaire que celle mise en place par Jacques Chirac entre 1986 et 1988. Par exemple, il essaye d'accompagner les plus pauvres, notamment en créant un revenu minimum qui permettrait même aux plus défavorisés de survivre. C'est le RMI, créé en 1988. Alors, à la fin des années 80, très clairement, il semble que la gouvernance française soit en panne. Entre les alternances, cette cohabitation nouvelle et cette sorte d'impossibilité, semble-t-il, pour le gouvernement de faire quoi que ce soit, on a vraiment l'impression que le pouvoir s'est déplacé vers le monde de la finance, vers l'Europe, vers peut-être même les régions, mais pas vraiment de renforcement de pouvoir de l'État. Alors, à partir des années 90, de vraies questions vont se poser sur la place et le rôle de l'État en France. Entre 88 et 93, Mitterrand réussit à gouverner bon an mal an avec une majorité plus ou moins de gauche. Il y a quand même 3 premiers ministres qui se succèdent. On a une forme d'instabilité gouvernementale. À l'Assemblée, le Parti socialiste n'a pas tous les pouvoirs. Il doit compter avec des coalitions de Verts, par exemple. Et donc, la période est très difficile. 93, nouvelles élections. Les Français ont pris l'habitude et une nouvelle cohabitation s'impose à Mitterrand, qui choisit cette fois non pas Jacques Chirac, mais un de ses camarades, en l'occurrence Édouard Balladur. Alors une nouvelle politique néolibérale est mise en place lors de cette deuxième cohabitation. Entre 93 et 95, Édouard Balladur va continuer à privatiser et va continuer à contracter les dépenses de l'État. En 1995, Mitterrand, malade, ne se représente pas. Le candidat de la gauche, Lionel Jospin, est battu à plat de couture par Jacques Chirac, qui devient donc président. Outre son fameux discours mémoriel, l'un de ses premiers gestes en 1995, il va, à partir de là, lui aussi mener cette fameuse politique néolibérale. Nouvelle privatisation, mais aussi une tentative, la première véritablement, de réforme des retraites, liée à son Premier ministre, Alain Juppé, aussi maire de Bordeaux aujourd'hui. Enfin, il ne l'est plus, mais il l'a été très longtemps. Cette politique est durement sanctionnée, cette fois par les Français, dans la rue. Et on a des grèves massives à partir de 1997. C'est pour cela que Jacques Chirac va tenter un coup qu'il pense être de maître. Même si l'Assemblée nationale est de sa couleur politique et de droite, il essaye de voir si les Français sanctionnent réellement sa politique ou bien si ce sont juste quelques agitateurs. Il va donc décider de dissoudre l'Assemblée nationale, c'est l'un des pouvoirs du président de la République, pour appeler à de nouvelles élections législatives. Ce qu'il espère, c'est que la droite gagne. Ainsi, sa réforme des retraites serait légitime à ses yeux et ça mettrait les manifestants dans une position où ils seraient donc minoritaires dans le pays. Alors, il se loupe complètement parce qu'en fait, c'est la gauche qui l'emporte et qui l'emporte assez largement. Et donc, on a une troisième cohabitation, mais cette fois inversée, qui s'impose à Chirac. Chirac, président de droite, va passer les 5 dernières années de ses 7 ans de mandat, c'est très long, en cohabitation avec Lionel Jospin, celui qui a été battu à la présidentielle de 1995. Alors c'est une période non pas d'État-providence, mais où Lionel Jospin, tout en menant une politique d'équilibre budgétaire, tente de revenir sur quelques réformes sociales. Par exemple, il essaye de mettre en place une couverture maladie universelle pour protéger les plus faibles et leur permettre d'avoir des médicaments et des soins gratuits. Il tente aussi certaines réformes qui sont d'ordre sociétal pour faire évoluer la société. Par exemple, c'est Lionel Jospin qui crée le PACS, le Pacte civil de solidarité, qui permet de remplacer de façon incomplète malgré tout, le mariage catholique, évolution de la société, et c'est pour la première fois aussi la reconnaissance d'union homosexuelle, femme ou homme. Alors, cette cohabitation se termine par des élections présidentielles de 2002, où tout le monde s'attend à voir Jacques Chirac face à Lionel Jospin. Mais l'émiettement de la gauche, il y a plus de 17 candidats en tout lors de cette élection, dont la majorité sont de gauche, va être fatal à Jospin. Le deuxième tour se fait entre la droite et l'extrême droite, Jacques Chirac face à Jean-Marie Le Pen. C'est un séisme politique qui aboutit bien sûr à la réélection de Jacques Chirac. Alors seulement pour 5 ans, car entre-temps, Jospin et Chirac s'étaient mis d'accord. Pour éviter les cohabitations, une réforme constitutionnelle de l'an 2000
avait décidé que le septennat, les 7 ans de présidence, deviendraient 5 ans seulement, et que le calendrier serait inversé, car avant les élections législatives avaient lieu avant la présidence. À partir de là, l'élection présidentielle aura lieu d'abord, et ensuite les élections législatives, ce qui en fait garantit que les Français votent à peu près pour le parti du président qu'ils viennent d'élire 3 semaines ou un mois avant, et donc ça permet d'éviter les cohabitations. Jacques Chirac, pour son 2e mandat, va donc passer 5 ans sans cohabitation et va, avec ses 2 premiers ministres successifs, Dominique de Villepin d'abord, puis Raffarin, mener une politique néolibérale. Alors, il y a des privatisations là de nouveau, par exemple les autoroutes. Et puis, il y a une accentuation des pouvoirs donnés aux échelons locaux, par exemple aux régions. Par exemple, c'est à cette époque que on transfère certaines compétences de l'État aux régions. Par exemple, que les régions s'occupent des lycées. C'est une loi du gouvernement Raffarin qui date de 2003. Alors, en 2007, Jacques Chirac ne se représente pas et c'est à nouveau un duel gauche-droite au second tour, une femme, Ségolène Royal, face à Nicolas Sarkozy, ministre des Finances de Chirac, qui est finalement élu. Alors le quinquennat Sarkozy prolonge et accentue encore cette politique néolibérale, notamment en faisant des cadeaux fiscaux aux grandes entreprises. Surtout, il y a une sorte d'évolution, car pendant tout le quinquennat Sarkozy, on parle d'hyperprésidence. Le Premier ministre est complètement absent. Il s'appelle François Fillon, futur candidat à l'élection présidentielle en 2017, mais à cette époque, il n'est qu'une sorte d'ombre de Nicolas Sarkozy, présent partout dans les médias, etc. Cette hyperprésidence lui est fatale en 2012, et c'est un socialiste, François Hollande, qui est finalement élu en 2012. Alors 5 ans de social-démocratie n'ont pas changé grand-chose entre 2012 et 2017. Officiellement, effectivement, le néolibéralisme s'arrête. Et même si on a toujours une volonté de politique d'équilibre budgétaire, François Hollande tente de rééquilibrer vers les plus démunis. Néanmoins, un certain nombre de réformes posent problème, visant à faire des cadeaux là aussi aux entreprises. Par exemple, la loi El Khomri de 2016, qui facilite les embauches, mais aussi les licenciements pour les entreprises. Alors cependant, les sociodémocrates, contrairement à la droite, réalisent quand même quelques réformes sociétales, par exemple le mariage pour tous en 2013. En 2017, cette sorte de difficulté pour les Français de voir bien la différence entre une gauche qui est finalement complètement dans les clous du capitalisme et la droite qui est hyper libérale et néolibérale. Finalement, il est difficile pour les Français de voir un changement dans la politique, d'autant que 5 ans de quinquennat, c'est très rapide. Une présidence ne permet plus, comme les septennats le permettaient, de travailler sur le long temps. Eh bien, en 2017, les cartes sont complètement brouillées et aboutissent à l'élection de quelqu'un qui se dit ni de gauche ni de droite, qui est plutôt de droite en réalité et tout à fait néolibéral, en l'occurrence Emmanuel Macron. Alors en pleine crise du coronavirus, il est très difficile de faire un retour sur la politique Macron. Il est donc temps de s'arrêter en 2017. Alors qu'est-ce qu'on peut voir en conclusion sur ce cours sur gouverner la France depuis 1946 ? D'abord, une première idée, c'est que l'État, le gouvernement, reste malgré tout fort en France. C'est un héritage de notre État-nation qui est constitué depuis le Moyen-Âge. Le président a toujours un rôle extrêmement important et les pouvoirs publics sont toujours très forts. L'administration reste développée et même si elle est grignotée petit à petit par les politiques néolibérales, elle reste encore suffisante pour assurer un certain nombre de tâches égalitaire, commune pour tous. Alors néanmoins, l'actuelle crise du coronavirus montre quels sont les impacts des politiques de restriction budgétaire néolibérales, avec notamment le manque de moyens dans le domaine de la santé, mais aussi dans plein d'autres domaines, à commencer par celui de l'éducation. L'échelle de pouvoir de référence reste malgré tout l'État pour les Français. Et même si un certain nombre d'éléments de souveraineté, de décisions possibles que l'État pouvait prendre dans les années 50 ou 60 a été déplacé vers l'Europe ou vers les régions, eh bien c'est encore l'État qui sert de référence à la plupart des Français. Néanmoins, aujourd'hui, son statut est en interrogation. Est-ce que l'État doit changer ? Avec la crise actuelle du coronavirus, il est clair que probablement le gouvernement, l'administration vont mettre en place des mesures différentes et peut-être, on ne sait pas, revenir à une forme plus égalitaire, plus liée au service public, plus d'État-providence
qui était bien une forme libérale, mais mesurée, qu'on avait dans les années 50 et 60, et qui a fort bien réussi, par exemple, au général de Gaulle. Sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances, et j'espère vous revoir sans aucune question, tellement ce cours aura été d'une clarté magnifique. Bonnes vacances à tous, mes petits ES.